Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles monoparentales et recomposées est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Merci d'être à l'écoute d'ABK Radio et d'écouter particulièrement l'émission Fina Family. Fina Family qui a pour invité ce jour le révérend pasteur Arsène Pierre Gwen Tamak qui finalement nous a rejoint dans ce studio. Bienvenue pasteur révérend. Merci Sidonie. La journée, on espère qu'elle s'est bien passée. Assez mouvementé, c'est la raison même de ce petit décalage, mais c'est bien passé et j'espère par la grâce de Dieu qu'elle se terminera aussi bien. Des interventions concernant les familles? Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Il s'agissait de quoi, révérend pasteur? Alors, c'est bien que je ne puisse pas entrer dans les détails. Oui, bon, de manière générale. Oui, chaque famille a son... C'est comme une sorte de secret médical, ça doit être gardé top secret. Mais simplement, on voudrait avoir une idée, c'est des problèmes qui touchent beaucoup de familles. Bon, vous n'entrez pas dans les détails. C'est un peu lié à ce que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un problème de couple, de malentendu. Donc, et quand c'est comme ça, parfois ça peut devenir très grave et pousser même quelque part un peu à la séparation. Et là, nous sommes dans un cas de figure où le couple a du mal à se supporter, a du mal à... Incompatibilité d'humeur? Non, pas incompatibilité d'humeur, c'est pas vraiment ça, mais il est vrai que à la base, ils se comprennent bien. Oui. À la base, c'est des problèmes qui sont nés entre eux, ils n'arrivent pas à gérer. Et du coup, heureusement, le révérend pasteur est là. Oui. Et on espère qu'ils ne vont pas se séparer. Parce que avec Fina Family, c'est ressouder les liens entre les membres de la famille. C'est célébrer l'union, l'amour dans les couples, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. C'est ça notre mission. Absolument. Et aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, comment améliorer la communication dans la famille. Révérend pasteur Arsène Pierre Gwen Tamak, comment est-ce que vous définissez la communication familiale? Alors, il faut dire que parler de la communication familiale, ça peut se définir comme un ensemble des échanges verbaux et non verbaux également, c'est-à-dire qui se produisent entre les membres de famille. Et puis aussi, on va dire que ça englobe aussi, c'est-à-dire que la façon de parler, la façon de s'écouter, de se comprendre, c'est-à-dire que mutuellement. Donc, c'est tout ça la communication, c'est-à-dire qu'en famille, c'est aussi cet échange émotionnel qui peut exister, comment on exprime ses émotions et ses besoins, c'est-à-dire qu'entre membres de famille, même ses préoccupations. Donc, quand tout ça est mis ensemble, on parlera, c'est-à-dire que de la communication en famille. Donc, ça ne sera pas seulement le parler, ça sera ce qui n'est pas dit non aussi. Et même la gestuelle, c'est tout ça qui fait partie. Et là-dedans, dans cette gestuelle-là, il y a quoi par exemple dans la gestuelle? Il y a les émotions. Oui. Il y a des émotions qu'on va parfois exprimer. Il y a aussi même des orientations qu'on va donner quelquefois à un enfant. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui vont poser certains actes et seulement le regard va orienter cet enfant et va obliger l'enfant à se comporter d'une certaine manière. Et parfois, il suffit juste de secouer la tête. Et on connaît bien des couples qui savent se parler par des gestes. Bien sûr. Et simplement par un clin d'œil. Et puis, la femme a compris tout ce que son mari voulait dire. Et ça se joue souvent dans des réunions de famille et bien d'autres encore. Et qu'est-ce qui est donc très souvent à l'origine de cette communication qui peut être mal menée en famille et aboutir à plusieurs conséquences désastreuses finalement pour l'harmonie de la famille? Bon, déjà, il faut dire que s'il y a mauvaise communication, ça peut être dû à plusieurs facteurs tels que parfois on manque de temps. Oui. On ne consacre pas le temps qu'il faut à la communication.
il arrive aussi quelquefois que on n'est pas disposé à comprendre l'autre, il y a des préjugés. Oui. Je l'ai dit, entre autres, la dernière fois, il y a parfois aussi le stress, les malentendus. Alors, des filtres, c'est-à-dire ce qu'on a des idées préconçues, sont souvent des facteurs qui entretiennent ces malentendus-là. Donc, tout cela peut rendre vraiment, c'est-à-dire la communication inefficace. Donc, les modes de communication aussi, c'est-à-dire que sont très importants parce que si on ne sait pas, c'est-à-dire communiquer de manière active, c'est-à-dire que la communication active, c'est tout un process dans la communication où pendant que vous écoutez, vous posez des questions à l'autre pour vous rassurer que c'est bien ce que la personne est en train de dire. Oui. Et lorsque ce n'est pas fait, lorsque ce cadre de conversation n'est pas posé, alors ça peut entraîner également des malentendus. Oui. Donc, de manière globale, vraiment, c'est des obstacles, c'est-à-dire qui peuvent intervenir dans la relation et dans le contexte familial en rapport avec la mauvaise communication. Et quelles peuvent en être les conséquences finalement de cette mauvaise, voire absence de communication au sein de la famille? Bon, disons que les communications, les conséquences peuvent être mineures et graves. Et généralement, ils deviennent graves au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Parce qu'il y a une réaction assez psychologique, c'est-à-dire que dans les relations qui interviennent entre les membres de famille, qui sont telles que, vous savez, quand vous n'arrivez pas à comprendre l'autre, plus le temps passe, plus vous en voulez à la relation. Oui. Ou à ce qu'est devenu la relation. Ça dégrade. Ça se dégrade de plus en plus. Donc, comme conséquence, on peut avoir... les conséquences mineures d'abord. Les conséquences mineures... On les généralise, finalement. Oui. Oui. C'est mieux de les généraliser parce que ils sont de plusieurs ordres. Voilà. Et ça peut être très long, en fait, à les définir. Oui. Mais disons, il faut dire que on peut avoir, c'est-à-dire que déjà un manque d'estime de soi-même. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se sent pas compris, qui ne se sent pas, peut avoir l'impression qu'il n'est pas accepté. Il est inutile. Peut relier ça à sa personne même. Peut se douter, en fait, avoir de doutes sur ce qu'il vaut exactement. Et ça peut conduire au mutisme, c'est-à-dire que où on ne dit plus rien, on ne parle plus, on se tait, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a comme un silence de mort qui va finalement exister dans la relation. Mais ça peut aussi conduire vraiment à des séparations. Parce que un des éléments importants de la communication, c'est de pouvoir exprimer ses émotions et ses sentiments. Oui. C'est-à-dire que lorsque ça n'existe plus, on ne voit plus pourquoi est-ce qu'il faut entretenir la relation. Je crois que je le dis souvent, c'est que les émotions, c'est le ciment de la relation. Donc, si le cadre émotionnel n'existe plus, la relation, elle est foutue. Et il y a plusieurs couples qui me disent souvent, je suis encore dans cette relation simplement parce que il y a des obligations envers les enfants, parce que c'est la famille qui m'oblige encore à rester là. Mais en fait, il n'y a plus rien entre moi et mon conjoint. Donc, donc ça peut conduire à ce genre de situation. Mais il y a aussi que c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre est juste une figure qui remplit l'espace. On ne considère plus l'autre. Et c'est pour cette raison que... Et qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Parce qu'au départ, il y avait cette belle communication entre les deux qui était un élément fort, je veux dire, l'élément, en fait, le socle de la relation. Et du jour au lendemain, ça se dégrade pas, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les choses se dégradent toujours parce que, il faut dire qu'elles n'ont pas été bien préparées à la base. La préparation serait quoi, par exemple, révérend pasteur? Se connaître. Il y a quelque chose qui est que je dis aux gens qui veulent souvent se marier. Prenez le temps de vous connaître. Se connaître, c'est accepter ses valeurs. Se mettre à l'école du mariage, par exemple?
Ça se fait à l'école de la famille? Bien sûr. Et ça dure combien de temps la formation au mariage? Bon, alors la formation au mariage, il faut au moins 6 mois. 6 mois. Au moins 6 mois. Donc, alors, pour ceux qui se lèvent un beau matin, décident de se marier, moi je dis non. il y a de fortes chances que le couple batte de l'aile quelques mois après, quelques années après. Oui. Donc, c'est très important de se mettre à l'école du mariage. Oui, absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, chez moi, déjà en tant que pasteur, que ce soit les membres de mon église, que ce soit des personnes qui viennent sollicitant vraiment une union, une célébration nuptiale et tout ça, moi, c'est très clair. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait au moins 6 mois de formation, alors allez voir quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous accompagner. Parce que, vous savez, c'est facile d'entrer dans une relation, mais il faut dire que les problèmes, pour les résoudre, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les problèmes prennent aussi du temps pour arriver. Ça se casse en une seule fois, en un seul jour, ou en peu de temps, mais ça a pris du temps, c'est-à-dire pour se poser. Et pendant que nous grandissons, nous construisons notre avenir. Nos caractères, notre éducation, c'est-à-dire participent en fait à faire la personne que nous sommes, avec nos défauts et tout ça. Donc ça a pris du temps pour s'installer. Et parfois la relation, c'est-à-dire que sentimentale, ça dure 2 mois. Mais en 2 mois, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez accepté? De l'autre. Même en 6 mois, il n'y a rien. Donc, mais quand on dit 6 mois, en fait, c'est pour vous donner suffisamment d'outils. Et pour ceux qui ont fait 10 ans, par exemple, et qui décident de se marier, devraient également se mettre à cette école du mariage. C'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde. Parce qu'en 10 ans, ils n'ont pas forcément fait le bon travail. C'est pas parce qu'ils ont fait 10 ans dans la relation qu'ils ont tout vu, mais ils sont plus avancés quand même que ceux qui ont fait quelques mois, quelques semaines et tout ça. Parce que, vous savez, vous pouvez travailler, c'est-à-dire dans une industrie et ne pas connaître tous les postes de métier dans cette industrie. Il faudrait que vous soyez orienté, il faudrait que expressément ou alors de manière intentionnelle, vous soyez conduit à tel poste, pour comprendre comment l'industrie fonctionne. Et le mariage, c'est toute une industrie. Et à chaque niveau d'expérience, ça va solliciter certaines connaissances et même certaines compétences qu'il faut développer. Mais être conscient de ça avant le mariage est bien parce que vous êtes préparé à affronter justement la situation quand vous ferez face. Mais ça ne veut pas forcément dire que il n'y aura pas de problème. Non, les problèmes vont exister, les problèmes viendront, mais au moins vous serez équipé à pouvoir les gérer. Voilà. Révérend pasteur, c'est vrai que c'est une parenthèse parlant du mariage, mais je vais y rester. Je vais rester là et puis vous poser une question. On a l'impression qu'avec les parents avant, le mariage était une institution, c'était sacré, et puis les couples duraient un peu plus longtemps. Et ils ne sont pas forcément allés à l'école du mariage. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils sont allés à l'école du mariage? Oui. À leur époque. Comment ça? Oui, ils sont allés à l'école du mariage. Sauf que ce n'était pas une école organisée comme nous essayons de faire aujourd'hui. Parce que c'était une école qui était, qui était intégrée à la vie de la famille. Le problème aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans une... il faut dire que nous avons connu, c'est-à-dire qu'avec le temps, c'est-à-dire notre culture a subi des transformations, des influences. Et nous avions une culture où la connaissance était transmise, c'est-à-dire que d'une génération après une autre. Donc, je peux me souvenir, ne serait-ce que de mon enfance, c'est-à-dire où je pouvais encore voir peut-être certaines choses à ce moment-là, c'est-à-dire qui existaient encore un tout petit peu. Donc je ne suis pas non plus de la très vieille école, mais il y a quelque chose qui existait bien avant moi et qui était plus valorisant qu'aujourd'hui, où nous avions des pères qui pouvaient s'asseoir avec leurs fils. Tout à fait. Et leur parler d'un certain nombre de choses. Leur dire, voilà comment il faut conduire ta famille. Voilà comment il faut s'occuper de tes enfants. Ce n'était pas partout dans toutes les cultures, mais ça existait quand même. Et puis, il y avait une implication, c'est-à-dire que de toute la société à l'éducation de l'enfant qui grandissait. Quand un enfant était délinquant, c'est l'oncle qu'on appelait, c'est la tante qu'on appelait, c'était les cousins, c'était les frères, et tout le monde s'asseyait, on pouvait régler le problème en famille.
Et quand ça n'allait pas, c'est-à-dire la famille pouvait prendre des mesures. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Et quand même ce serait le cas, c'est avec quelles valeurs? Quelles sont les valeurs? Donc nous avons délégué la responsabilité de l'éducation à des structures qui ne partagent pas forcément les bonnes valeurs. Et c'est pour ça que ça a cessé d'exister. La jeune fille, moi je me souviens vraiment... Partant en stage, dans sa belle famille parfois. Ben oui, quand la relation était déjà quand même assez avancée, assez claire des deux familles. Oui. Voilà, elle allait, bon, et puis c'était officiel, hein, Oui. c'était connu de tout le monde. Même si, c'est-à-dire qu'ils restaient des amis et que la relation n'encadrait pas forcément, c'est-à-dire la relation intime, sexuelle. Oui. Donc, mais c'était un partage de valeurs et qui impliquait justement les deux familles. Et ça permettait à ces deux familles de pouvoir examiner justement qui est la personne qui va entrer dans cette famille, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et comme je disais, je me souviens dans mon enfance comment ma maman faisait avec mes sœurs aussi. Alors quand le papa rentrait du travail, elle leur demandait de servir, d'apprêter, et quand elle ne faisait pas exactement ce qu'elle demandait, elle leur disait, mais écoutez, vous allez avoir votre maison et voilà comment vous devez servir votre mari. Voilà comment ça doit se passer. Voilà. Donc, elle était présente et elle veillait à ce qu'elles apprennent ce qu'elle sait. Donc, elle transmettait son savoir-faire à ses filles. Oui. Donc, et ça, c'est l'école de la famille. Et l'école de la famille devrait, c'est-à-dire que c'est les parents qui doivent s'approprier justement de leurs responsabilités et transmettre à leurs enfants. Et le défaut que nous avons avec la culture d'aujourd'hui, c'est que les parents sont absents. C'est le plus grand malheur de notre société actuelle. La conjoncture. Oui, Il y est pour beaucoup aussi. Oui, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce que la conjoncture, après qu'on ait gagné tout cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque ces enfants même, on va les retrouver dans les bois de nuit en train de dilapider ces biens qu'on a amassés parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Il suffit d'aller dans les bois de nuit, dans les comment on appelle tout ça là, c'est-à-dire que les snacks, les lunchs. Il faut voir ceux qui sont là. C'est pas des gens qui ont une carrière de 10 ans. Ce sont des jeunes qui à peine, c'est-à-dire qu'on a appris à se vêtir. Ce sont des jeunes qui ne connaissent absolument rien, c'est-à-dire que de la loi civique. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sortent de la maison et qui prennent l'argent des parents et qui s'en vont faire la fête. Mais quelle éducation! Les parents sont parfois même complètement absents. C'est-à-dire que de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, ils constatent des dégâts. Et quand ils constatent des dégâts, ils appellent à l'école... de la famille. Ils appellent à l'école de la famille pour les parents conscients. Oui. Parce qu'il y a plusieurs parents qui m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qu'on peut faire parce que vraiment j'ai mon enfant qui est devenu délinquant et ainsi de suite. Mais vous savez, dans ces cas-là, c'est vrai, je propose un accompagnement pour ces enfants-là, mais c'est d'abord pour le parent. Parce que ça ne sert à rien de s'investir dans la vie d'un enfant si le parent ne s'approprie pas de ce qu'il faut. Parce que nous transmettons des valeurs. Tout à fait. Nous ne voulons pas devenir un peu comme le médecin permanent de la famille. Nous voulons être des personnes qui équipent la famille pour que la famille devienne autonome. Oui. Et on peut revenir simplement pour apporter des éléments, des outils pour renforcer davantage ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils ont appris à faire. Naturellement. Donc, l'école de la famille est nécessaire, mais c'est encore plus intéressant quand l'école de la famille se vit dans chaque maison. Voilà, on va revenir à notre sujet, comment améliorer la communication au sein de la famille. Nous allons partir avec des exemples, mauvaise ou absence de communication parent-enfant. Révérend pasteur Arsène Pierre Gwen Tamac, comment est-ce que ça se manifeste et quelles en sont les conséquences et finalement, comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème d'absence de communication, mauvaise communication entre un enfant, ses parents et comment est-ce que généralement ça se passe? Bon, déjà qu'il faut dire que quand on parle de mauvaise communication entre parents et enfants, ça peut se manifester parfois par l'incapacité à exprimer ses émotions. Là, c'est qui? Celui qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, le parent et l'enfant, voilà, justement. Oui, c'est-à-dire que parfois, le parent peut paraître complètement... c'est-à-dire que... Débordé par les événements? Non, il peut avoir un comportement, une attitude complètement froide.
par rapport aux émotions qu'exprime l'enfant. C'est très courant dans beaucoup de familles. Oui, c'est-à-dire l'enfant vient avec une plainte et le parent s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il méprise complètement ce que l'enfant ressent. L'enfant a été blessé émotionnellement peut-être à l'école ou peut-être même il a été, c'est-à-dire que blessé dans son estime propre. Par exemple. Et puis le parent, il s'en fout complètement. Tout au contraire, il en rajoute. Il en rajoute en lui disant, mais attends, tu crois que... C'était facile pour nous. Tu crois que... Attends, on a vécu pire. Mais c'est quoi cet enfant? Et il se met à le blâmer, il en rajoute. Et puis, bon, à la fin, qu'est-ce que l'enfant fait? Il s'enferme dans sa bulle. Donc, ça peut être aussi des attentes irréalistes, des attentes irréalistes parfois de la part du parent. Des promesses non réalisées. Des promesses non réalisées, mais des attentes irréalistes aussi. C'est-à-dire que d'accord, oui, je comprends. Oui, parfois des parents... Le parent exige un peu plus de l'enfant. Un peu plus que ce qu'il peut donner. Oui, l'enfant n'a peut-être pas ces capacités-là. Mais c'est une exigence pour le parent. Et la plupart de certains parents ont souvent voulu se récréer à travers les enfants, voilà. Je n'ai pas pu devenir médecin, militaire, par exemple. Je n'ai pas pu être médecin. Et mon enfant a la peur de la vue du sang. Je m'en fous complètement. Je veux qu'il soit un médecin. Et par conséquent, et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes et ça fait en sorte que beaucoup d'enfants parfois se sentent mal aimés, se sentent même détestés à la limite, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont jamais compris. Et il y a plusieurs adolescents. Vraiment, je peux mettre à quiconque a défi de poser la question aux adolescents et vous verrez, sur 10, au moins 8 diront qu'on ne m'aime pas chez oui, mes parents n'aiment pas. Pourtant, on le nourrit, pourtant, on l'envoie à l'école, pourtant, on fait toutes ces choses, mais l'enfant dira on ne m'aime pas. Et souvent, simplement pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas compris. Il ne se sent pas. Et vous savez, lorsque vous n'accordez pas du temps à un enfant, vous ne comprenez pas un enfant, il traduit ça littéralement à l'amour. Parce que pour lui, il vit ça comme ça. Pour lui, l'amour s'exprime pas à travers, c'est-à-dire l'argent qu'on lui donne, pas à travers ce qu'on lui offre, mais la relation intime qui se bâtit entre le parent et l'enfant. Et si cette relation intime est brisée, l'enfant ne se sent pas aimé. Et ce n'est pas forcément à tort que l'enfant pense ainsi. C'est simplement parce que la définition de l'amour est très limitée chez l'enfant. Il ne voit que cet aspect des choses et pour lui, c'est ça l'amour. Mais par contre, le parent, lui, il a une vision assez large de l'amour, sauf qu'il ne répond pas aux besoins de l'amour dans chacune de ses expressions. Donc, ça, c'est un de problèmes. Et en guise de solution, dans ce cas de figure, qu'est-ce que le parent devrait faire? Bon, alors, lorsque vous avez ce genre de problème, il faut se dire que déjà, il faut recréer vraiment chez l'enfant, c'est-à-dire l'estime de lui-même. Amener l'enfant à... Aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe, c'est pas mauvais, parce qu'il ne faudrait pas que peut-être certains auditeurs me comprennent mal sur ce sujet. Il y a des centres, et surtout nous sommes en vacances, il y a des cadres qui sont créés pour le développement personnel de l'enfant. Tout à fait. C'est pas mauvais, mais j'ai un mais par rapport à cela. C'est que ce qu'on fait pour les grandes personnes et adultes, on pense qu'on peut les répliquer de manière systématique chez les enfants. Or, ce n'est pas la réalité. Là, c'est le parent qui devrait créer ça. C'est-à-dire, c'est le parent qui devrait amener l'enfant à comprendre qui il est en réalité. Donc, il appartient, si j'ai bien compris, aux parents d'aller à l'école du développement personnel et de retourner à la maison, implémenter ce qu'il aura appris de ce côté-là au sein de la famille, pour l'enfant. Oui, pour l'enfant. Parce que le développement personnel de l'enfant, ce n'est pas comme celui de l'adulte. Donc, et du coup, c'est-à-dire qu'il faut que le parent amène l'enfant à comprendre qu'il a de la valeur, il a un potentiel. Et là encore, il y a très peu de parents qui le font, qui montrent aux enfants qu'ils ont de la valeur, qui les encouragent, qui valident leurs compétences, leur savoir-faire. Nous avons l'habitude de nous appuyer tellement sur la critique et sur ce qui ne marche pas au point d'ignorer ce qui marche. Tout à fait. Et de l'autre côté, les enfants doivent apprendre ce que c'est que respecter le parent. Je me permets de le partager comme ça en antenne parce que
Je pense que plusieurs personnes devraient peut-être aller dans ce sens-là. Mais pour moi, c'est un projet qui peut être répliqué par n'importe qui, parce que c'est d'abord par intérêt social. Tout à fait. Alors, nous avons, par exemple, le ministère de la femme, de la condition de la promotion de la femme et de la famille, oui. Mais on ne parle pas des hommes. C'est vrai que là-dedans, on va aborder la question de l'homme, mais de façon concrète. De manière concrète. Oui. C'est-à-dire que le ministère de la famille devrait s'adresser de manière spécifique également aux hommes. Pas juste à la femme et à l'enfant, parce que quand vous regardez les objectifs de ce ministère, il se préoccupe de la personne faible. Oui. Donc, qui est la femme et l'enfant. Voilà. Mais je dis, ce n'est pas tout à fait normal si on veut atteindre des objectifs. Parce qu'au lieu de se préoccuper, à entretenir le problème, à gérer le problème, il faut se préoccuper à empêcher que le problème arrive. Et l'un des facteurs, c'est-à-dire qu'à la destruction, c'est-à-dire l'un des facteurs majeurs à la destruction de l'harmonie familiale, ce sont les hommes. Ah oui. Ce sont les hommes. Donc, si on ne se préoccupe pas à éduquer les hommes, les femmes se retrouvent pour faire des réunions, les femmes se retrouvent pour parler des problèmes de femmes, les femmes se retrouvent. Il y a une pléthore d'organisations des femmes autour des questions de la famille et même des enfants. Oui. Mais combien d'organisations il y a concernant les hommes qui s'asseyent pour parler de la famille, et qui sont les acteurs majeurs de la famille? Qui sont des acteurs majeurs? C'est les chefs de famille, ceux qui donnent la direction, c'est eux la boussole. Mais malheureusement, personne ne fait vraiment l'éducation des hommes. Justement. Personne ne fait l'éducation des hommes. Mais je parle de ça pourquoi? Parce que le problème plus grave vient plus loin. C'est-à-dire que nous avons, c'est-à-dire que des organisations, c'est-à-dire qui parlent de la maltraitance de l'enfant, de la maltraitance de la femme, oui. Mais pas du vieillard. Pas du des vieillard. Personnes du troisième âge, des personnes du troisième de façon âge. Générale. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment rare, surtout dans notre contexte en Tout Afrique. À fait, ouais. Et vous allez remarquer que dans la plupart de nos familles, des personnes âgées ne sont pas respectées. Vous avez raison. Des personnes âgées sont méprisées. Sont marginalisées. À la limite, quand ils deviennent trop âgés, ils deviennent comme une chose. Oui, on veut même les pousser à la mort. Oui, ils attendent quoi pour mourir? Ils deviennent gênants. Voilà. Et surtout que nous n'avons pas, c'est-à-dire des foyers pour accueillir des personnes âgées. Il y en a très peu. Justement. C'est quasiment inexistant. Donc, je pense les maisons de retraite. Oui. Et on n'a pas trop au Cameroun. Je pense que nous devons valoriser le droit de la personne âgée, du troisième âge. Ah oui. Et ça, c'est un projet que je pense qu'il doit être répliqué partout. Et s'il pouvait s'appliquer dans toutes les maisons, ce serait encore mieux. C'est-à-dire au lieu que ça existe simplement comme une organisation comme ça, qui va peut-être attendre des aides et tout ça, et les personnes âgées ne bénéficieront absolument rien de tout ça. C'est bien que ce soit pratique et vécu dans les maisons. Donc par conséquent, mais ça, ce sont des enfants qui doivent être éduqués à respecter l'aîné, à respecter la personne âgée. Donc, et si les parents apprennent les enfants à ce respect-là, la personne âgée sera aussi sera respectée et il n'y aura pas, par exemple, les médisances. Donc, ça, c'est pour revenir à la question de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pour avoir un meilleur cadre de communication familiale. C'est qu'il entre le parent et l'enfant. Il faut apprendre à l'enfant à ne pas faire des médisances, par exemple. Et ça commence par le respect. Et si l'enfant respecte l'aîné, il le respectera même quand il sera vieux. Tout à fait. Et le problème aussi peut se poser, le problème de communication peut se poser avec son conjoint ou sa conjointe. Et dans ce cas précis, comment est-ce que ça se manifeste? Bon, moi, je dirais, la première chose que je vais demander au couple, c'est de pouvoir, quand ils veulent parler, qu'ils mettent leur téléphone loin. Qu'ils mettent leur téléphone loin. Oui. Parce que l'un des problèmes souvent observés, c'est que la femme est dans son téléphone, le mari est dans son téléphone, mais ils essayent de se parler. Et souvent, ils ne se comprennent pas.
Mais c'est impossible de se parler pendant que l'un a les yeux dans le téléphone, l'autre a les yeux dans le téléphone. Oui, mais sauf que c'est ce qui se passe tout le temps. Hmm. C'est ce qui se passe tout le temps. Donc, pour communiquer, il faut se regarder. C'est-à-dire que ça, c'est la première C'est règle basique. de la communication. C'est Ouais. basique. Il faut se regarder. Parce que dans l'expression, c'est-à-dire même faciale, il y a des choses qui ne sont pas dites dans des mots, Ouais. qui vont se traduire dans l'expression faciale. Il y a le ton de la voix. C'est-à-dire que qui peut donner un caractère sérieux à la communication ou un caractère banal à la communication, même si ce sont des mêmes choses qui se disent. C'est-à-dire, je peux dire bonjour, je peux dire bonjour de manière très joviale, et comme je peux dire un bonjour très agressif qui Ouais. exprime comme un sentiment de colère. Donc, c'est pas juste des mots. Et il y a des gens qui vont donc se dire que ben, comme je ne peux plus parler, alors je vais écrire. Mais sauf que dans les écrits, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas forcément le ton. Vous avez des mots qui vont essayer d'exprimer des sentiments, Il n'y a pas la gestuelle mais il n'y a pas qui de gestuelle. accompagne. De gestuelle. Mhm. Donc il faut déjà, c'est-à-dire que se créer ce cadre-là où il faut se parler de manière ouverte. Ça, c'est pour les couples. Et puis de l'autre côté, aussi, je pense que les couples, l'un des problèmes qu'ils ont aussi en matière de communication, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Il leur manque de temps Ouais. pour communiquer, pour se parler. C'est-à-dire ils peuvent parler de beaucoup de problèmes, mais ils ne parlent pas, c'est-à-dire de ce que chacun pense véritablement. Et quand ils commencent à en parler, ils n'ont pas le temps. Il faut couper la Oh, conversation. oui, on essaye de bâcler tout rapidement, voilà. On n'entre pas en profondeur. C'est ça. Où les hommes sont souvent très professionnels et champions là-dedans. C'est-à-dire que Tu lui surtout dis que quand- tu veux lui parler. Surtout quand c'est la nuit, là, tu le réveilles la nuit. Vraiment, chérie, je veux te parler que vraiment les problèmes ont commencé. Voilà, c'est tout ça. Et ça aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Oui, choisir C'est-à-dire le que bon choisir timing le parce bon que les moment. femmes aussi, elles Ouais. aiment bien ça. À 4 heures du matin, elles te réveillent. Ouais. Tu sens que la matinée, là, c'est gâté. C'est ça. Et il faut comprendre que la journée, c'est quelque chose qui se prépare. La réussite de la journée se prépare d'abord psychologiquement. Ah oui. Et quand vous appréhendez votre journée, quand vous voyez comment est-ce que vous allez passer votre journée, si vous ne faites pas attention, un problème de rien du tout Peut la gâcher. peut la gâcher. En fait, je dis vraiment de rien du tout, parce que c'est mal géré. C'était rien, mais c'est mal géré, c'est mal interprété. Et à partir de ce moment-là, ça devient pour vous un gros problème qui va vous bloquer vraiment toute la journée et vous empêcher de vous épanouir. Et par conséquent, il faut se connaître. Il faut se connaître. Moi, j'aime parler avec des exemples, hein, parce que quand on parle de famille, il faut Allons-y, bien- allons-y, révérend pasteur. Nous-mêmes, nous avons besoin des exemples. C'est Donc- plus illustratif. Oui. Oui. Mais dans mon cas, par exemple, ça dit, ma femme, elle, à partir de 21h, elle est fatiguée. Oui. Systématiquement, elle est fatiguée parce que elle est très dynamique en journée. Et je sais qu'à partir de 21h, il ne faut pas qu'on parle des problèmes. Il ne faut pas qu'on parle, c'est-à-dire que des choses sérieuses. il Vous faut pas qu'on abordez en parle. donc les problèmes sérieux, les questions sérieuses à quelle heure dans votre couple? Alors, nous n'avons pas d'heure, mais il faut trouver le bon moment. C'est faut très trouver tôt le le bon matin, moment. 5 heures du matin? Moi, par exemple, Oui. je ne suis pas ouvert à la communication dans la journée. Parce que je suis le genre de personne qui, quand je suis engagé, j'y vais, j'ai du mal à me stopper. Ah oui. Donc du coup, je ne suis pas ouvert facilement à la communication. Mais le fait de savoir ça fait que quoi? Fait que quand nous avons une communication, on se le dit avant. On se le dit avant. Et je vais me débrouiller à trouver de l'espace si c'est plus favorable pour elle. C'est-à-dire qu'on en parle en journée, je vais faire des compromis. C'est-à-dire je vais trouver de l'espace pour qu'on en parle. Ou alors, on va Et le faire pour des très cas tôt le matin. d'urgence, vous gérez ça comment? Alors, pour les cas d'urgence, on s'envoie d'abord un message. Oui. On s'envoie d'abord un message. Mhm. Et le fait de prendre connaissance de ce message prépare à organiser les instants qui suivent. Et voilà, on peut se retrouver pour en parler. Mais sinon, on va parler très tôt le matin, après notre moment de prière matinale.
parce que le cadre de la prière matinale aussi nous dispose à pouvoir échanger, parler, et c'est parfois le moment idéal pour nous de pouvoir échanger. Donc je pense qu'il faut il faut se connaître et trouver des bons mécanismes. Voilà. Alors si j'ai quelque chose de très important à lui dire, Oui. même si c'est le soir, vous savez, quand vous avez parlé d'urgence tout à l'heure, j'ai eu aussi envie de dire que les urgences, à condition que ce soit une question de vie ou de mort. Mais il faut Tant pas... que ce n'est pas une question de vie ou de mort, il n'y a pas d'urgence. Non, pas forcément. Il y a des choses qui sont parfois considérées comme des urgences et pourtant ça peut attendre. Donc, il arrive donc que quand je sais que mon épouse est fatiguée, même si pour moi c'est urgent, je vais attendre le matin. Pourquoi est-ce que je sais qu'elle ne peut pas m'écouter à ce moment-là parce qu'elle est peut-être fatiguée, mais je lui impose de m'écouter? Non, c'est plus simple pour moi. Parce que vous êtes l'homme. Vous êtes le chef de famille. Non, pas du tout. Je respecte beaucoup ma femme pour ça. Non. Alors, donc, du coup, pour moi, le calcul est simple. Le calcul est vraiment très simple. C'est-à-dire, pourquoi se donner un stress et pourtant tu peux dormir en paix et te lever en paix le matin et causer calmement? Le calcul est très simple. Vous savez, parfois on s'impose un stress qu'il ne faut pas s'imposer. Tout à fait. Vraiment pour des raisons, Pour des parce détails. qu'on ne sait pas gérer ses émotions. Non. Il y a toute une éducation, c'est vrai, qu'il faut prendre en considération en ce qui concerne la communication. Mais quand on se comprend et qu'on comprend l'autre, on a déjà gagné au moins la moitié de la bataille. Voilà, révérend pasteur, le temps il court. Hein. Nous sommes parvenus au terme de cette autre édition de Fina Family. Révérend pasteur, oui, vous regardez votre montre, mais on doit se dire au revoir. Révérend pasteur Arsène Pierre Gwen Tamak, vous êtes donc le promoteur de l'école de la famille. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaiteraient vous contacter. Ils ont sans doute des programmes, des problèmes de famille qu'ils souhaiteraient voir résolus pour qu'il y ait un véritable équilibre harmonieux dans la famille. Et donc, votre numéro de téléphone pour ceux-là qui voudraient vous contacter. Alors, il y a un cadre ouvert qui est ouvert vraiment à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que c'est un cadre qui se fait en ligne. Oui. Et puis, il y a un cadre de formation qui est un cadre payant. Oui. Donc, ces deux formats donnent l'opportunité à tout le monde d'avoir ce qui peut vraiment l'aider. Oui. Donc, le contact téléphonique, c'est le 6 99 oui. 43 89 13. 6 99 43 89 13. De préférence, c'est mieux de contacter par WhatsApp. Parce que c'est toujours mieux un contact par message avant de se Ça permet de discuter un peu plus, d'avoir plus ample information. Oui, on pourrait vous avoir demain, parce qu'on a perdu beaucoup de minutes aujourd'hui du fait des bouchons. Donc demain, si jamais vous avez un peu de temps, nous serons très très heureux de vous avoir avec nous pour davantage être édifiés sur les questions de famille. Merci révérend pasteur Arsène Pierre Gwen Tamak. Sidonifica à ce micro de présentation, William Tchalak a assuré la mise en onde. Merci chers auditeurs de votre aimable attention. L'émission c'est Fina Family.